La séance d'aujourd'hui sera consacrée à l'étude des lois usuelles discrètes et dans laquelle on va voir la loi de Bernoulli, la loi binomiale, la loi hypergéométrique et la loi de Poisson. L'objectif donc de cette séance est de bien maîtriser ces lois que je vais présenter en détail. Il s'agit aussi, avant d'appliquer une loi, d'identifier à partir de l'énoncé de l'exercice si on est dans le cadre d'une loi et non pas d'une autre. Si on est dans le cadre de la loi hypergéométrique et non pas de celui de la loi de Poisson ou bien de la loi de Bernoulli ou bien de la loi binomiale ou toute autre loi. Ce qui veut dire qu'il faut bien distinguer entre ces différentes lois et en gros, dans le cadre de la loi de Bernoulli, si on prend la loi de Bernoulli, il s'agit de faire une seule expérience qui ne comporte que deux issues possibles, le succès et l'échec. Je prends un exemple. Je lance une pièce de monnaie une seule fois. Si on obtient face, on gagne. Donc, il n'y a que deux issues possibles, face ou pile. Face veut dire succès et pile veut dire échec. Dans le cadre de la loi binomiale, on va répéter l'expérience de Bernoulli plusieurs fois. Petit n, n fois. Et le tirage se fait avec remise, c'est-à-dire qu'on va répéter à l'identique l'expérience de Bernoulli. Et on s'intéresse dans ce cadre au nombre de succès qu'on va obtenir. Dans le cadre de la loi hypergéométrique, cette loi repose sur le même principe que la loi binomiale, sauf que les tirages s'effectuent sans remise. Et on cherche, dans la loi hypergéométrique, on cherche la probabilité de x succès en petit n tirage. Pour distinguer la loi hypergéométrique de la loi de Poisson, donc dans la loi de Poisson, cette loi sert à représenter dans ce cadre donc la survenue d'un nombre, un certain nombre d'événements rares dans un intervalle de temps. Par exemple, la probabilité que 15 clients rentrent ou passent par une caisse d'un supermarché au cours d'un intervalle de 30 minutes. Et voilà, donc, on va voir en détail toutes ces lois. Bernoulli. Et avant donc de commencer, je présenterai une courte biographie de Jacques ou Jacob Bernoulli, qui est un mathématicien et physicien suisse, né en 1654 et mort en 1705. Voilà, donc il a étudié le calcul infinitésimal. C'est un des premiers à comprendre et appliquer le calcul différentiel et intégral proposé par Leibniz. Et il découvrit également les propriétés des nombres de Bernoulli qu'on note Bn, qui est une suite de nombres rationnels. Il avait donné également la solution de problèmes considérés comme insolubles, des problèmes auxquels donc on cherchait des solutions et on disait que ces solutions étaient introuvables. Et il pose également les principes de calcul des probabilités. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce calcul de probabilité et surtout d'aborder, de bien traiter la loi de Bernoulli. Et dans ce sens, ce que je vais faire, on va distinguer premièrement entre la loi de Bernoulli et les preuves de Bernoulli. En deuxième lieu, je donnerai des exemples pour comprendre, pour bien maîtriser cette loi. Et en troisième lieu, je ferai une démonstration de l'espérance et de la variance de la variable aléatoire discrète x qui
donne donc la que va suivre donc cette loi de Bernoulli. Très bien. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une épreuve et une loi? Une épreuve de Bernoulli, c'est une expérience aléatoire qui ne comporte que deux issues possibles, qui sont le succès et l'échec. Comment? C'est-à-dire, quand je lance une pièce de monnaie, si j'obtiens face, je gagne. Donc, si j'obtiens pile, il y a échec. Donc, face, succès, pile, échec. Combien d'issues possibles? Il n'y a que deux issues possibles. Je prends un autre exemple. Je lance un dé. Si j'obtiens la face 1, je gagne. Si j'obtiens toutes les autres faces, il y a échec. Et du coup, il y a deux issues possibles, succès et échec. Donc, oméga, l'ensemble fondamental se constitue par échec et succès. Et on est dans le cadre d'une épreuve de Bernoulli. Qu'est-ce que c'est que maintenant une loi de Bernoulli? La loi de Bernoulli, c'est que la variable aléatoire x, on dit que une variable aléatoire x suit une loi de Bernoulli de paramètres p. Donc, concernant cette loi, on la distingue, ou la caractéristique, c'est qu'il a un seul paramètre, p. Et qu'est-ce que c'est que p? C'est la probabilité du succès. Et dans ce sens, donc on parle de la loi de Bernoulli. On dit qu'une variable aléatoire x suit une loi de Bernoulli de paramètres p si elle ne peut prendre que deux valeurs, 0 et 1. Avec la probabilité de x est égale à 1, c'est p le paramètre de la loi. Qu'est-ce que c'est que 0 et 1? Ils sont attachés à l'échec et au succès. La probabilité du succès, c'est la probabilité pour x est égal à 1. La probabilité de l'échec, c'est la probabilité pour que x soit égal à 0. Et donc x prend deux valeurs, 0 et 1. Dans la loi de Bernoulli, qui sont attachées à quoi? À l'épreuve de Bernoulli. L'échec, 0. Le succès, x est égal à 1. Et on note x suit une Bernoulli de paramètres p. La probabilité du succès, c'est la probabilité pour que x soit égal à 1, qui est égal à p. Et la probabilité de l'échec, c'est le complémentaire à 1. Qu'est-ce que c'est que le complémentaire à 1? C'est la probabilité pour que x soit égal à 0, c'est 1 moins p, qui nous donne q. Ça veut dire que je prends deux exemples dans ce sens pour bien donc expliquer l'épreuve et donc la loi de Bernoulli. Je prends un exemple. Le premier exemple, je lance une pièce de monnaie. Je gagne si j'obtiens face. Ça veut dire quoi? Que l'ensemble fondamental est constitué par pile et face. Face, c'est le gain, c'est le succès. Et pile, c'est l'échec. La probabilité pour que x soit égal à 1, c'est-à-dire obtenir face, elle est égale à 1 demi. Et la probabilité d'obtenir pile, c'est-à-dire pour x soit égal à 0, c'est 1 moins p. Et 1 moins p, c'est 1 moins 1 demi, qui nous donne 1 demi. Un autre exemple, je lance un dé, je gagne si j'obtiens la face numéro 2. Et pour tout le reste, il y a échec, je perds. La probabilité du succès, c'est la probabilité pour que x soit égal à 1. Et donc, qui est égal à p, qui est égal à 1 sixième. Le dé composé de 6 faces. Donc, obtenir la face 2, c'est 1 sixième. Et la probabilité de l'échec, c'est la probabilité
d'obtention de toutes les autres faces. Les autres faces sont 1, 3, 4, 5 et 6. Combien de faces? 5. Donc 5 sur 6. Ou bien, je peux appliquer directement cette loi, c'est 1 moins P. C'est 1 moins 1 sixième. Et 1 moins 1 sixième, c'est 5 sixièmes. Je peux le noter également comme suit pour calculer l'espérance de x. L'espérance de cette variable aléatoire, discrète, qui prend donc 1 et 0. Pour calculer l'espérance, j'ai la probabilité pour x est égal à 1, est égal à p, et la probabilité pour x est égal à 0, c'est le reste, 1 moins p. Donc 1 sixième dans le cas du lancement d'un p, et la probabilité pour que x soit égal à 0, c'est tout le reste, ça veut dire 1 moins p, 1 moins 1 sixième, qui me donne 5 sixièmes. Et dans ce sens, je peux calculer maintenant l'espérance. Qu'est-ce que c'est que l'espérance de x? C'est p fois 1, la somme des pi xi. C'est p fois 1 plus 1 moins p fois 0. 1 moins p, c'est q. Voilà. P fois 1 plus 1 moins p fois 0. Ça me donne 1 sixième fois 1 plus 5 sixièmes fois 0. Et ça me donne donc 1 sixième, c'est l'espérance de x. Donc, on le prend comme explication. L'espérance de x est égale à p dans le cadre de la loi de Bernoulli. Qu'on peut écrire comme ça. Hein. L'espérance de x pour une loi de Bernoulli, elle est égale à au paramètre. Donc, p. Ok. Maintenant, on attaque la variance. La variance. Pour calculer la variance, on sait que la variance est égale à quoi? La variance de x est égale à l'espérance de x au carré moins l'espérance de x et ici l'espérance de x de tout au carré. L'espérance de x, je l'ai calculée, elle est égale à 1 sixième. Il me reste à calculer l'espérance de x au carré. Qu'est-ce que c'est que l'espérance de x au carré? C'est ça. C'est l'espérance, c'est la somme des xi au carré, pi. La somme des xi au carré, 1 au carré fois p, plus 0 au carré fois 1 moins p. Ça me donne quoi? Ça me donne 1 au carré, c'est 1 fois 1 sixième. Ça me donne 1 sixième. Moins, voilà, 1 au carré fois 1 sixième, plus 0 au carré fois 5 sixième. Donc ça me donne 1 sixième. C'est ce que j'ai ici, concernant donc cette somme. Moins l'espérance de x, le tout au carré. Je l'ai calculé, elle est égale à 1 sixième, tout au carré. 1 sixième moins 1 sixième, tout au carré, c'est 5 sur 36. Voilà, de cette façon, j'ai pu calculer donc la variance. Très bien, on continue pour faire la démonstration. Donc de l'espérance et également de la variance de la variable x. Et dans ce sens, qu'est-ce que j'aurai? Si je prends le tableau suivant, pour les xi, ça prenne des valeurs 0 et 1. Et la probabilité de l'échec, c'est 1 moins p. La probabilité du succès, elle est égale à p. Et donc l'espérance de x, elle est égale à la somme des xi, pi. Je peux la calculer ici. C'est
0 fois la probabilité de x est égal à 0, qui est égal à 1 moins p, plus 1 fois la probabilité de x est égal à 1, qui est égal à p. Donc 0 fois 1 moins p est égal à 0, plus 1 fois p est égal à p. Et donc on a fait la démonstration comme quoi l'espérance de x est égale à p. On passe à la variance. La variance, on a dit la formule, c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x, le tout au carré. J'ai calculé l'espérance de x. Je connais maintenant l'espérance de x, elle est égale à p. Et donc, l'espérance de x au carré, ça me donne p au carré. Et il me reste à calculer l'espérance de x au carré. Pour calculer l'espérance de x au carré, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut les xi au carré fois p. C'est pour cette raison que je mets donc la formule ici pour faire la somme. Et dans ce sens, la variance de x, pour appliquer cette formule-là, la variance de x, elle est égale à 0 au carré fois les pi fois cette probabilité, 0 au carré fois 1 moins p, ça me donne 0, plus 1 au carré fois p. De cette façon, j'ai calculé l'espérance de x au carré, plus 1 au carré fois p, moins l'espérance de x au carré, qui est p au carré. Et donc, je la note ici, c'est p au carré. Ça me donne, donc, la probabilité pour x est égale à 1. Donc, ce terme il est égal à 0. Il ne me reste que la probabilité de x est égale à 1. La probabilité de x est égale à 1 est égale à p. Donc, p moins p au carré. C'est ce que j'obtiens ici. La variance de x est égale à p moins p au carré. Qui est égal à quoi? Qui est égal à p fois 1 moins p. Qu'est-ce que c'est que 1 moins p? C'est q. Et du coup, p, q. Donc, la variance de x est égale à p, q. Voilà, c'est ce que j'ai ici. La variance de x, ça me donne pq. Ça veut dire que l'écart type de x est égal à la racine carrée de pq. Donc, on a fait la démonstration qui concerne donc l'espérance et la variance de la variable aléatoire x. Donc, merci et à la prochaine séance. Dans cette séance, on va aborder la loi binomiale. Et tout d'abord, donc, ce qu'on va faire, on va définir la loi binomiale, puis on va donner la part de probabilité et montrer comment on peut distinguer entre une loi binomiale et une loi de Bernoulli. Et donc également comment on la note, cette loi binomiale. Je vous donnerai aussi des exemples pour bien comprendre cette loi et la formule de calcul et sa démonstration avec des exemples qui sont clairs et simples. Et en dernier, on va traiter les paramètres de la loi binomiale, c'est-à-dire l'espérance de x et la variance de x en démontrant leur formule de calcul, c'est-à-dire comment on est arrivé à dire que dans la loi binomiale, l'espérance de x est égale à np et que la variance est égale à np. Très bien. Donc, dans cette loi binomiale, elle est introduite comme la loi de Bernoulli par Jacques Bernoulli. Et la loi binomiale, qu'est-ce qu'elle fait? Son utilité, c'est de voir la fréquence du nombre de succès. Donc on s'intéresse au nombre de succès obtenus lors de la répétition de plusieurs expériences aléatoires identiques et indépendantes. Donc c'est très important de dire que la variable x, qui est une variable aléatoire discrète, se fait selon un tirage avec remise
parce que les expériences sont identiques et indépendantes. Très bien, la définition. La loi binomiale de paramètres n et p est la loi de probabilité d'une variable aléatoire x égale au nombre de succès rencontrés au cours d'une répétition de n épreuves de Bernoulli. P, c'est la probabilité de succès dans chacune de ces épreuves. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la loi binomiale se base sur l'épreuve de Bernoulli. Ça veut dire qu'on répète l'épreuve de Bernoulli n fois. Donc c'est la distinction qui existe entre la loi binomiale et la loi de Bernoulli. Il s'agit de répéter l'épreuve de Bernoulli plusieurs fois, n fois. Et x, la variable aléatoire, compte le nombre de succès. Combien de fois on a obtenu, par exemple, lors du lancement d'une pièce de monnaie face, si face est considéré comme succès. L'arbre de probabilité pour une loi binomiale associée à 3 épreuves de Bernoulli. La première épreuve de Bernoulli, on lance une pièce de monnaie. Soit on aura succès ou échec lors de la première issue. On lance une deuxième fois la pièce de monnaie. Si on avait obtenu le succès, c'est-à-dire face, lors du premier issue, on peut obtenir lors du deuxième issue soit succès ou échec, lié au succès lors du premier issue. Si on avait obtenu échec, c'est-à-dire pile lors du premier lancement, lors du deuxième lancement, on peut obtenir succès ou échec. Et lors du troisième lancement, toujours donc succès, échec lié au résultat du deuxième issue, du deuxième lancement. Voilà. Si on avait obtenu succès, deuxième lancement, supposons ici, succès, premier lancement, succès, deuxième lancement, succès, troisième lancement, on aura 3 succès. Si on avait obtenu succès lors du premier lancement, succès lors du deuxième lancement, échec lors du troisième lancement, donc on aura SSE. Et du coup, que 2 succès. Et on peut compter donc les issues possibles lors des troisièmes lancers de la pièce de monnaie. Donc, cela compte le résultat des épreuves. Très bien, et on l'appelle l'arbre de probabilité pour la loi binomiale associée à 3 épreuves de Bernoulli. Mais on peut la lier à 2 épreuves, à 4 épreuves et à n épreuves. Donc, lors des calculs, si on a plus de 3, ça sera plus difficile pour nous de compter les résultats. Et c'est pour cette raison qu'il faut recourir à une formule toute simple, donc applicable à la loi binomiale. On va bien définir le concept pour bien le maîtriser. Donc la loi binomiale, qu'est-ce que c'est? On répète l'épreuve de Bernoulli combien de fois? N fois. Il faut que l'épreuve de Bernoulli se répète à l'identique et de manière indépendante. J'insiste sur identique et indépendante, qui nous donne quoi? À l'identique et de façon indépendante, nous donne que le tirage se fait avec remise. Combien de fois? N fois. Donc la propriété de l'expérience binomiale est distinguée entre la loi binomiale et la loi de Bernoulli. On sait que dans la loi de Bernoulli, les tirages sont indépendants puisque bon, il s'agit d'un seul tirage. Le fait de dire tirage indépendant avec remise ou sans remise, ça ne pose pas de problème ici. Chaque épreuve a 2 issues possibles, succès ou échec. On l'a vu dans le cadre de la loi de Bernoulli. Parce qu'il n'y a que 2 issues possibles. La probabilité du succès P
et celle de l'échec ont la note 1-P et qui sont constantes pour tous les tirages. Donc, ce qu'on peut rajouter sur ça pour dire que l'expérience est une expérience binomiale, c'est la répétition de n fois à l'identique l'épreuve de Bernoulli. Si on a ces 4 caractéristiques, on dit que c'est une expérience binomiale et donc x suit une loi binomiale. On note x suit une loi binomiale de paramètres n et p. Tout à l'heure, ou dans la séance précédente, quand on parlait de la loi de Bernoulli, x suit une Bernoulli de paramètres p seulement. Et donc, lors de la loi binomiale, on rajoute n et dire que x suit une binomiale de paramètres np, puisqu'il s'agit de répéter n fois à l'identique l'épreuve de Bernoulli. N, c'est le nombre d'expériences, et P, c'est la probabilité de réalisation de l'événement. Donc P, il est lié au succès. La variable X, c'est le nombre total de succès. Et donc X oméga, il est lié soit 0 succès, un seul succès, 2 succès, jusqu'à N succès. On prend un exemple pour bien comprendre cela. On lance 3 fois un dé et on s'intéresse au nombre de faces, au nombre de fois que la face 5 apparaît. C'est-à-dire que le succès, c'est obtenir la face 5. Et l'échec, c'est d'obtenir toutes les autres faces. Donc la probabilité d'avoir la face 5 est égale à 1/6 lors du lancement d'un dé. Et c'est la probabilité du succès. Et la probabilité d'obtenir toutes les autres faces, l'échec, elle est de 5/6. Très bien. Donc ici, on lance le dé. 1/6, obtenir la face 5, et 5/6, obtenir les autres faces. On lance le dé combien de fois? 3 fois. Donc lors du premier lancement. On obtient la face 5 avec une probabilité de 1/6. On obtient les autres faces avec une probabilité de 5/6. On lance une deuxième fois. Le succès, toujours 1/6. L'échec, 5/6. On lance une troisième fois. Le succès, 1/6 de probabilité et l'échec, 5/6 de probabilité. Donc on a des probabilités qui sont constantes. On renouvelle l'expérience ou l'épreuve de Bernoulli de façon identique et indépendante. Et du coup, lors de cette phase, qu'est-ce qu'on obtient? Succès S, S, S. Et donc les issues possibles, S, S, S. On lance donc la pièce, le dé, on obtient succès. Dans le deuxième lancement, on obtient succès. Troisième lancement, on peut obtenir échec. Donc, ici, les autres faces. Et donc, on aura SSE. Ce sont les possibilités. Si on applique donc cette arbre pour chaque lancé, c'est une épreuve de Bernoulli avec la probabilité P est égale à 1/6 liée au succès. Ici, on peut obtenir succès, échec, succès, succès, échec, succès, succès, échec, échec, succès, échec, échec. Donc les alternatives possibles sont celles-ci. Les issues possibles, on les compte et on trouve donc celles-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 possibilités. Si je m'intéresse à obtenir la face 5 une seule fois, il y a 3 configurations possibles, c'est-à-dire le succès une seule fois. C'est
succès, échec, échec, ou bien lors du deuxième lancer, j'obtiens échec, succès, échec, ou bien lors du troisième lancer, j'obtiens la phase 5, c'est échec, échec, S. Ce sont les trois configurations possibles où il y a un seul succès. Un seul succès, je vais chercher, c'est là, S, E, E. Ou bien E, pardon. Ou bien E, S, E. Ou bien E, E, S. Voilà, je les trouve ici, dans les issues. Chacune de ces issues-là, S, E, 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 S, E, 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 S, a la même probabilité d'apparaître. Là, 1 sixième succès fois 5 sixièmes fois 5 sixièmes. Et ici, j'aurai 5 sixièmes fois 1 sixième fois 5 sixièmes. Et ici, j'aurai 5 sixièmes fois 5 sixièmes fois 1 sixième. Donc, la même probabilité. Combien de fois? 3 fois. Et du coup, la probabilité pour que x soit égal à 1, il est égal à quoi? 3 fois. 3 fois la probabilité d'apparaître. 3 fois 1 sixième fois 5 sixièmes fois 5 sixièmes. On retrouve le même résultat pour une loi binomiale de paramètres. N est égal à 3 et P est égal à 1, 6. Et je peux noter la probabilité pour que x soit égal à 1, c'est-à-dire pour obtenir une seule fois la phase 5, c'est une combinaison 1, P et 3, c'est N, fois la probabilité du gain, la probabilité du gain sur 1 sixième, fois combien? 1, P, fois Q, qui est égal à 1 moins P, 1 moins 1 sixième, fois quoi? 3 moins 1, 3 moins 1 est égal à 2. Et donc, on retrouve le même résultat que là. La probabilité de x est égale à 1, soit on applique l'arbre de probabilité, soit on applique la formule. Et on va voir la formule, comment on fait donc pour voir. De toute façon, j'ai des exemples ici pour dire que si on effectue n tirages avec remise qui caractérise la loi binomiale, dans une urne qui contient 15 boules, dont 5 boules sont rouges, et on s'intéresse au nombre de boules rouges tirées, donc le succès c'est d'avoir les nombres boules rouges, x va suivre une binomiale de n tirages. Attention, ce n'est pas n le nombre de boules dans l'urne, mais n il est lié au tirage. Combien de fois je renouvelle l'expérience? Et la probabilité du succès, c'est le fait de tirer une boule rouge. La probabilité c'est de 5 sur 15. Ça me donne un tiers. Si je compte lancer une pièce de monnaie n fois, et on s'intéresse au nombre de faces obtenues, et donc cette fois-ci on peut noter x suit une binomiale de paramètres n, le nombre de lancements n fois, et la probabilité liée à obtenir face, elle est de 1,5. Très bien. La formule de calcul de la probabilité d'un événement, c'est écrit de cette façon, c'est la probabilité de x est égale à x, le nombre de succès, 0, 1, 2, jusqu'à n, qui est égal à une combinaison de x, le nombre de succès, parmi n, le nombre de fois que je lance la pièce de monnaie, fois la probabilité du succès, donc la probabilité liée à cet élément-là, donc x est égal à 0, donc je vais mettre probabilité à la puissance 0, ou bien la probabilité pour x est égal à 1, je vais mettre probabilité de 1. Si x est lié à
au succès, et cette probabilité, c'est la probabilité du succès, je la multiplie par la probabilité de l'échec. Et de l'échec, j'aurai 1 moins P fois N moins X, les possibilités qui me restent concernant l'échec. Donc c'est N moins X. D'accord? Par exemple, quand je lance une pièce, quand je lance un dé, et j'attache à la probabilité de succès 1. Donc j'aurai 1/6 fois 1. Et tout le reste, c'est quoi? C'est le fait de dire, donc, je lance combien de fois? Je lance 3 fois, supposons le dé. Et donc, j'aurai 3 moins x. 3 moins, je disais donc x est égal à 1. Donc, j'aurai 1 moins p à la puissance 2. Je prends une variable binomiale de paramètres. N est égal à 10 et P est égal à 0,30. Dans ce sens, je peux écrire la probabilité de X est égal à 0 et la probabilité pour X est égal à 1. X est égal à 0 lié à l'échec. X est égal à 1 lié au succès. C'est quoi? C'est une combinaison de 0 éléments parmi 10. N est égal à 10. Voilà. Je lance la pièce de monnaie 10 fois ou je lance le dé 10 fois. La probabilité du succès est égale à 0,30. Donc 0,30 à la puissance 0 fois 0,70. 10 moins 0, ça me donne 10. Et donc de cette façon, je peux appliquer cette formule. La probabilité du succès, c'est-à-dire la probabilité de x est égale à 1, c'est une combinaison de 1 parmi 10 fois 0,30 à la puissance 1 à la puissance x à la puissance 1 fois 0,70 à la puissance 10 moins 1, ça me donne 9. Rappel de la formule donc pour calcul du combinaison C1 de 10, C0 de 10 ou Cx parmi n, c'est n factoriel sur x factoriel fois la différence n moins x factoriel. Voilà, on a vu la formule. On verra une démonstration quand on lance une pièce de monnaie 3 fois avec x le nombre de faces obtenues. Donc je lance une pièce de monnaie 3 fois et x va compter le nombre de succès, le nombre de faces obtenues. Supposons ici, je lance la pièce de monnaie. Le fait d'obtenir face avec une probabilité P, 1/2. Et la probabilité de l'échec, c'est obtenir pile. Et donc, 1 moins P qui est égal à 1/2. J'obtiens succès lors du premier lancement. J'obtiens face. Je peux obtenir face lors du deuxième lancement et face lors du troisième lancement. Ou bien, j'obtiens face lors du premier lancement, face lors du deuxième lancement, échec lors du troisième lancement. Ou bien, je peux obtenir face lors du premier lancement et échec lors du deuxième lancement et succès lors du troisième lancement, c'est-à-dire face. Je peux également avoir face, succès, face lors du premier lancement, pile lors du deuxième lancement et pile lors du troisième lancement. Et donc, je compte ici le résultat de l'expérience, c'est SSS. Ça me donne quoi? La valeur de x. Ici, ça va prendre petit x qui est égal à 3, puisque j'ai quoi? 3 faces. Donc, 3 succès. 3. Je peux avoir succès, succès, échec. Combien de succès? 2. Et ainsi de suite pour tout le reste. Ici, succès, succès, 2. Succès, un seul, 1. Succès, 2. Donc 2. Succès, une seule fois. Succès, une seule fois. Et ici, pas de succès. Donc 0.
La variable x qui est comme ça va prendre les valeurs 3, 2, 1 et 0. La probabilité pour que x est égal à 3, le nombre de faces obtenu, 3. Qu'est-ce que j'aurai? P fois P fois P qui est égal à P à la puissance 3. La probabilité pour x est égal à 2. C'est SSE, ça veut dire face, face, pile, ou bien SES qui exprime avoir face, pile, face. J'ai un autre 2 ici, donc c'est pile, face, face, qui correspond à échec, succès, succès. Et c'est tout ce que j'aurai. Et dans ce sens, pour calculer ces probabilités, c'est le fait d'avoir face, face, pile, ou bien succès, succès, échec, c'est pile fois 1 moins P, plus, ici, c'est P fois 1 moins P fois P, plus le fait d'avoir pile, c'est échec, et donc c'est 1 moins P fois face, c'est P, et face, c'est P. Et j'obtiens P au carré fois 1 moins P, plus P au carré fois 1 moins P, plus P au carré fois 1 moins P. Ça me donne 3 P au carré fois 1 moins P, ou bien 3 P au carré Q. J'applique la formule. La probabilité de x est égale à 2. X est égal à 2. C'est 2 parmi 3 tirages. Fois la probabilité à la puissance 2 fois 1 moins P à la puissance 3 moins 2, ça veut dire 1. Voilà. Et donc la probabilité de x est égale à 2 est égale à une combinaison de 2 parmi 3. 2, c'est le fait d'obtenir 2 faces parmi 3. J'ai renouvelé l'expérience 3 fois. J'ai lancé la pièce de monnaie 3 fois. Et donc une combinaison de 2 parmi 3. P au carré fois 1 moins P à la puissance 1. P au carré. J'ai renouvelé. Donc pour x est égal à 2 faces. P au carré fois 1 moins P, 3 moins 2 à la puissance 1. Voilà, c'est ce que j'ai ici. Donc, rappel de la formule donc de calcul des combinaisons, c'est 3 factoriels sur 2 factoriels fois 3 moins 2 factoriels, ça nous donne 1 factoriel, fois quoi? Fois P au carré, fois 1 moins P, et qui est égal à quoi? Ce terme-là, ça me donne 3 fois P au carré, 1 moins P. J'obtiens la même chose. Donc en appliquant l'arbre de probabilité, ou bien en appliquant la formule donnée ici, ça me donne le même résultat. Et donc la formule, on l'a compris, comment on peut l'appliquer. Le plus simple, c'est d'appliquer la formule. Pourquoi? Parce que ici, on s'est arrêté à 3. Ça deviendra très compliqué d'aller vers 4, 5, 10, 100 fois. Le mieux, c'est d'appliquer la formule puisque on a fait la démonstration maintenant et on comprend d'où nous vient cette formule. Voilà. J'arrive au paramètre de la loi binomiale. Et il s'agit d'expliquer pourquoi l'espérance de x est égale à np pour la loi binomiale et la variance de x est égale à npq. Si vous vous rappelez, lors de l'épreuve de Bernoulli, on a dit que l'espérance de x est égale à p et la variance de x est égale à pq. Et puisqu'on renouvelle l'expérience n fois, donc l'espérance de x est égale à np et la variance de x est égale à npq. Ok, comment on fait? On a la variable x. Dans le cadre de la loi binomiale, est égal à, on renouvelle l'expérience de Bernoulli plusieurs fois. Donc on aura
x1 plus x2 jusqu'à xn. Et donc l'espérance de x est égale à l'espérance de x1 plus l'espérance de x2 plus jusqu'à l'espérance de xn. L'espérance de x1, on l'a vu dans l'épreuve de Bernoulli, est égale à p. L'espérance de x2 est égale à p. L'espérance de xn est égale à p. Et donc l'espérance de x est égale à np. Concernant la variance, de la même façon, on aura la variance de x est égale à la variance de x1 plus la variance de x2 plus la variance de xn. Et donc la variance de x1 dans le cadre de l'épreuve de Bernoulli, il est égal à pq plus pq. On renouvelle l'expérience à l'identique. Et donc on aura le même résultat. Plus la variance de xn est égale à pq. Et donc la variance de x est égale à npq. Et du coup l'écart type il est égal à la racine carrée de npq. Et voilà tout ce qu'il faut savoir concernant la loi binomiale. Alors, dans la suite du traitement des lois discrètes, aujourd'hui, on va traiter la loi hypergéométrique qui est une loi discrète très étroitement liée à la loi binomiale. Et dans ce sens, on va voir premièrement les principes de la loi hypergéométrique. Je vous donnerai également un exemple qui explique bien cette loi. Donc il faut avoir un schéma dans la tête pour distinguer la loi hypergéométrique des autres lois. Je vous donnerai aussi la formule de calcul des probabilités ou la formule de la loi avec un exemple pour bien maîtriser la loi hypergéométrique. Et à la fin, je vous donner les caractéristiques ou bien les paramètres. C'est-à-dire, on va parler de l'espérance et de la variance donc de x qui va me donner le nombre des individus de type ou de catégorie 1 dans l'échantillon. Ok, donc la première des choses à traiter, les principes de cette loi. Donc, comme je disais, c'est une loi très étroitement liée à la loi binomiale. Sauf que dans la loi hypergéométrique, le tirage se fait sans remise. Donc, une caractéristique importante pour distinguer la loi hypergéométrique de la loi binomiale, c'est quand vous voyez le tirage. Si vous avez un tirage sans remise, vous êtes dans le cadre de la loi hypergéométrique. Mais en plus du tirage sans remise, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous aurez une population de taille n. Et dans la population, il est composé de deux types d'individus ou de deux catégories. N1 et N2. Parce que N1 plus N2, ça va vous donner la taille N de la population. D'accord? Et N1, les catégories des individus de type 1 en proportion sont en proportion P, qui est égal à N1 sur N, d'où donc la proportion qu'on va utiliser dans le cadre de notre loi P. Et vous avez également une deuxième catégorie d'individus dans la population, qu'on va appeler N2. Supposons une population où vous avez des gens qui sont habillés en rouge et d'autres en vert. Vous vous intéressez à ceux qui sont habillés en rouge. Et du coup, donc, vous allez dire N1 sont les individus de type rouge en proportion, donc P, et vous allez prendre la proportion, supposons qu'ils sont 40 individus sur 100, donc ça va vous donner une proportion, une probabilité de 40%. Et on va effectuer un tirage sans remise dans la population. La variable x, cette fois-ci, dans le cadre de la loi hypergéométrique, il va désigner ou il va compter le nombre d'individus de type 1. Je m'intéresse aux individus de type 1 dans l'échantillon. Et on note donc x suit une hypergéométrique de paramètres. La taille de la population,
la taille de l'échantillon et la proportion des individus de type 1. Ok, on continue. Donc, on utilise la loi hypergéométrique pour calculer la probabilité que dans un échantillon de taille n éléments, sélectionné aléatoirement et sans remise, nous obtenons x éléments considérés comme des succès et n-x éléments considérés comme des échecs. Le schéma va nous expliquer ce que je vous dis ici. Donc regardez, on a une population là de taille n. La population est composée de des étoiles, des éléments N1 éléments qu'on considère comme succès, c'est-à-dire les éléments auxquels je m'intéresse, et N2, c'est le nombre d'éléments que je considère comme échecs, qui sont ces boules rouges. Qu'est-ce que je fais? Je dois tirer un échantillon sans remise. Je tire un échantillon sans remise avec X éléments succès, c'est-à-dire des éléments que je tire parmi les éléments succès dans la population. Et comme la taille de l'échantillon est de n, donc n moins x, ça va me donner les éléments restants, les éléments échecs, c'est n moins x. D'où la formule de la loi de probabilité. La probabilité de x est égale à x, c'est-à-dire la probabilité de x, c'est les succès, probabilité de x succès en n tirages. C'est la probabilité de ces éléments-là. Combien j'ai tiré? Par exemple, je tire 1 parmi ce nombre, je vais les compter pour vous donner un exemple. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Combien j'ai tiré? 3 parmi 7. Et ici, je tire 2. Non pas parmi la taille de l'échantillon, mais je tire n-x parmi n2. Je tire x parmi n1. Ok. Et donc, on aura cette formule, la probabilité de, pour que x soit égal à ce que je désigne comme succès, donc petit x, c'est une combinaison de x éléments parmi n1, fois une combinaison de quoi? De n-x éléments parmi n2. Sur quoi? Sur une combinaison de l'échantillon, l'effectif de l'échantillon, parmi l'effectif de la population, sur la totalité. Pour quelle raison? Parce que, si vous voyez ici, n-x plus x, ça vous donne n. Et n1 plus n2, ça vous donne grand n. Voilà. Avec n, là, ou là, c'est le nombre d'expériences ou de tirages. Donc, la taille de l'échantillon, combien effectif j'ai choisi, j'ai tiré sans remise. Et N1, la catégorie de cas favorable, et N2, la catégorie de cas non favorable, l'échec. Si vous voyez ici, quand je fais cette combinaison, donc, combinaison de succès, les éléments succès, fois la combinaison, donc, d'éléments échec, N-x, parmi N2 échec. Voilà, sur une combinaison de n éléments, ce que j'ai tiré dans mon échantillon. De quoi j'ai tiré l'échantillon? Donc, de la population, donc de grand N. Très bien, on continue. Un exemple. Vous avez 30 candidats qui se présentent à un concours. Dans les 30 candidats, il y a 12 qui sont originaires d'une ville béninoise. 10 candidats sont retenus à ce concours. Calculez
la probabilité pour que 6 candidats soient originaires de Blimlel. Deuxième question, pas plus de candidats soient originaires de Blimlel. Et donc, on va faire le même schéma, ce qu'on a ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on aura une population, d'accord, ici, que je note P. La taille de la population, elle est de combien? Je vais le noter ici, dans l'exemple. Vous avez une population. Voilà. La taille de la population ici, elle est de combien? N. On vous dit 30 candidats. Elle est de 30 candidats. D'accord? Dont 12 sont originaires de Blimlel. Ça veut dire que la population, j'ai deux catégories. Et je m'intéresse à quoi? À ceux qui sont originaires de Blimlel. 12. 12 correspond à quoi? Au N1. Voilà. Je peux calculer le reste. 30 moins 12, c'est 18. Et donc, je vais noter 18. 18. Et 18, c'est quoi? C'est N2. D'accord? Voilà. De là, je tire un échantillon. Un échantillon. Je vais le marquer en vert. Ça, c'est mon échantillon. Et l'échantillon, il est de taille petit n. Combien j'ai choisi? D'accord? 10 candidats sont retenus. Donc la taille, elle est de 10. Voilà. Dans l'échantillon, il y a deux catégories. D'accord? Et je cherche quoi? Je cherche donc x. Et x ici, il est égal à 6 qui soit originaire de Blimlel. Si je cherche 6, ça veut dire que le reste ici, j'aurai combien? N moins x. N moins x. Et n moins x, c'est quoi? C'est 10 moins 6. Ça me donne 4. Et voilà, de cette façon, je n'ai qu'appliqué la formule. La formule que j'ai, c'est quoi? Ça veut dire que je cherche la probabilité de x est égale à 6. Et dans ce sens, qu'est-ce que je dois faire? J'applique la formule. C'est, je cherche la probabilité du succès, avoir 6 qui soient originaires de Blimlel. Donc je vais mettre 6. 6 parmi quoi? Parmi les éléments succès. N1 et N1, c'est 12. Voilà. Fois le reste. Le reste, c'est les échecs. Combien d'éléments? J'ai 4 éléments. Voilà. 4 parmi quoi? Parmi N2. 18. Voilà. Et sur la totalité, une combinaison, combien dans mon échantillon? J'ai 10. Parmi quoi? Parmi 30 individus de la population. Et je vérifie mon calcul. 4 plus 6, ça me donne 10. D'accord? Là. Si vous prenez ça, 4 plus 6, pour vérifier mes calculs, je dois obtenir la taille de l'échantillon. Ici, je prends ici mes choix, je les choisis parmi la population, parmi chaque catégorie de la population. Donc, 18 plus 12, ça doit me donner la taille de la population qui est 30. Voilà. Donc, on va le voir. Il me reste à calculer après, pas plus de 2 candidats soient originaires de Blimlel, mais on va le faire à travers
le schéma explicatif. Voilà, c'est le schéma explicatif. La population, je disais, elle est de taille grand N, 30, 18 individus, 12 individus qui sont originaires de Blingel, considérés comme succès, et donc 12 sur 30, ça me donne 40%, et les autres origines, 18 individus, donc qui passent le concours et qui ne sont pas originaires de Blingel, échec, donc le pourcentage est de 60%. Je tire un échantillon de combien de 10 candidats que je cherche à sélectionner. Est-ce que j'aurai 6 individus, la probabilité d'avoir 6 individus qui soient originaires de Blingel, et donc je m'intéresse à eux, je les considère comme succès, ce qui veut dire que le reste c'est n moins x, ça me donne 4 individus qui sont d'autres origines, et donc dans ce sens on a deux éventualités mutuellement exclusives, originaire de Blingel, non originaire de Blingel. Candidat originaire de Blingel, 12 sur 30, c'est 40%. Candidat d'autres origines, 60%. Le tirage se fait sans remise. Je sélectionne des candidats. Et donc, un candidat, quand je le prends, je ne peux pas le remettre dans la population et lui passer un deuxième concours. Donc, quand je le sélectionne, ce qui veut dire que la sélection se fait sans remise. Donc, le tirage, il est sans remise. Et la variable aléatoire, elle compte le nombre de candidats qui sont originaires de Blingel, succès. Qui sont de combien? Je tire parmi 12 éléments dans mon X. Et donc, je peux n'avoir aucun candidat originaire de Blingel. Je peux avoir un seul candidat, 2 candidats, jusqu'à 12. Et du coup, X va suivre une hypergéométrique de la taille de la population, 30, de la taille de l'échantillon comme paramètre, 10, et le pourcentage, si 12 sur 30, 40%. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a calculé la taille de l'échantillon, on a eu la taille de l'échantillon, on connaît la loi, et on a calculé la probabilité pour que ces candidats soient originaires de Blingel. Donc, la probabilité de x est égale à 6, ça veut dire que je dois choisir 6 parmi 12. X compte le nombre de succès. Combien de personnes dans la population et qui sont considérées comme succès? 12. Je choisis 6 parmi 12. Et je choisis 4 qui sont considérés comme échec. Le reste, donc 6, 10 moins 6, ça me donne 4. Que je sélectionne parmi les 18 considérés comme échecs dans la population, sur une combinaison de 10 personnes parmi 30, mon échantillon parmi la population, et ça me donne donc 9,41%. Maintenant, on passe à la deuxième question. La deuxième question nous dit quelle est la probabilité pour que pas plus de 2 candidats soient originaires de Blingel. Pas plus. C'est-à-dire, soit je sélectionne personne, soit je sélectionne un qui soit originaire de Blingel, ou 2 au plus. Et donc, plus, ce qui me donne, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2. Et inférieur ou égal à 2, ça me donne la probabilité que je ne sélectionne personne, la probabilité pour que je sélectionne un étudiant qui soit originaire de Blingel, et maximum 2. Pas plus de 2. Donc pas plus de 2, c'est-à-dire que je n'aurai pas 3. 2, 1 personne. J'applique la formule. Donc ici, x est égal à 0. Ça veut dire personne parmi les éléments succès. Ici, je sélectionne 0. Regardons le schéma. Si ici, x est égal à 0, ça veut dire que n moins x est égal à 10. 10 moins 0, ça me donne 10. Et donc, je vais prendre 10. Je vais prendre ici 10. Parmi quoi? Parmi 18.
c'est ce que je fais. 10 parmi 18. Tout le temps sur une combinaison, la taille de l'échantillon parmi taille de la population. Je passe à la deuxième probabilité, ça veut dire plus, puisque je cherche la probabilité de x inférieur ou égal à 2. Donc plus. Ici, je sélectionne un élément. Succès, parmi 12, toujours. Fois. Combien je dois sélectionner parmi échec? Si je prends un succès, ça veut dire que je dois ajouter 9 des autres catégories, ou de l'autre catégorie. 9 parmi quoi? Parmi 18. Si je prends x égale à 1, 10 moins 1, ça me donne 9. 9 parmi 18. Voilà. Sur une combinaison, toujours l'échantillon parmi la population. Effectif de l'échantillon parmi l'effectif de la population. Et vous comptez toujours. Hein, voilà. Donc 1 plus. Troisième probabilité. 2 éléments parmi 12 fois 8. Les autres catégories, donc 10 moins 2, ça me donne 8. 8 parmi 18 sur le choix que je vais faire, c'est l'effectif de l'échantillon parmi l'effectif de la population. Pour vérifier mes calculs, tout le temps, 8 plus 2, ça me donne 10. 18 plus 12, 30. 9 plus 1, 10. 18 plus 12, 30. 10 plus 0, 10. 18 plus 12, ça me donne 30. Voilà. Et de cette façon, donc, j'ai vérifié mes calculs, sont bons. Je passe maintenant à la caractéristique, aux caractéristiques de la loi hypergéométrique. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'espérance de x, comme la loi binomiale, elle est égale à np, n tirage, et la probabilité du succès. La variance x est égale à np comme la loi binomiale fois un coefficient qu'on appelle le coefficient d'exhaustivité, la taille de la population moins la taille de l'échantillon sur la taille de la population moins 1. On appelle ça le coefficient d'exhaustivité. Pourquoi on multiplie par le coefficient d'exhaustivité? Parce que dans le cadre de la loi hypergéométrique, le tirage se fait sans remise. Exhaustif, c'est sans remise. Et donc, on multiplie par un coefficient d'exhaustivité. Une remarque, si la taille de la population est grande et très importante, et l'effectif de l'échantillon est très petit, ce terme-là, le coefficient de l'exhaustivité, va tendre vers 1. Et donc, l'expérience de x, on aura, elle est égale à np. Et la variance de x, on aura npq, ou bien np fois 1 moins p. Ça revient au même. Et dans ce sens, la loi hypergéométrique sera approchée par une loi binomiale ou une distribution binomiale. Avec les paramètres de la binomiale, n tirage, n, et la probabilité, c'est la probabilité du succès. Et la probabilité du succès, c'est la catégorie favorable dans la population, n1 sur n. Voilà. Donc, quand l'effectif de la population est grand, on travaille avec la loi binomiale. La loi hypergéométrique peut être approchée par une distribution, ou la distribution hypergéométrique sera approchée par une distribution binomiale. Et voilà tout ce qu'il faut savoir sur la loi hypergéométrique pour une bonne maîtrise. Aujourd'hui, on va traiter de la loi de Poisson. Et donc, on va aller à l'essentiel pour bien maîtriser cette loi. C'est-à-dire que cette séance sera structurée comme suit. Tout d'abord, je vous donnerai une courte biographie de Poisson. Juste après, on parlera de la nature donc, de cette loi. En troisième lieu, je vous donnerai un exemple et une application toute simple pour bien maîtriser donc la loi de Poisson. Et en dernier, je vous donnerai les paramètres de cette loi.
Donc la première des choses, donc une courte biographie qui concerne Simeon Denis Poisson, né en 1781 et mort en 1840. C'est un mathématicien, géomètre et également physicien français, élève de Laplace, qui est également un mathématicien, astronome, physicien et homme politique français, et Lagrange, qui est aussi mathématicien, mécanicien et astronome. Donc, tous intéressés à la mathématique et l'astronomie et la physique. Alors, Denis Poisson, pour lui, ses travaux portaient sur les intégrales définies, sur la théorie électromagnétique et le calcul donc des probabilités, ce qui nous intéresse nous donc dans ce cadre pour dégager, parler la loi de la loi de Poisson. Son ouvrage le plus célèbre, donc, c'est cet ouvrage-là qui s'intitule Recherche sur la probabilité des jugements en matière criminelle et en matière civile, paru en 1837, et c'est là où apparaît pour la première fois la loi de Poisson des grands nombres, considérée initialement donc comme une approximation de la loi binomiale de Bernoulli. Ok, donc maintenant la nature de cette loi. Qu'est-ce que c'est que la loi de Poisson? Donc dans ce cadre, plus les séances qu'on a fait la dernière fois, on parlait des lois discrètes. Donc la loi de Poisson, c'est une loi discrète qui est définie sur l'ensemble des entiers n, et il sert à représenter les événements rares dans un intervalle de temps. C'est-à-dire, je vous donne des exemples ici, par exemple une file d'attente, le nombre de dépôts de brevets sur une année, le nombre de voitures qui arrivent à un péage. Par exemple, je suis une entreprise et je m'intéresse donc je suis spécialisé dans la construction donc de matériaux ou d'infrastructures comme les autoroutes, et je m'intéresse à la fixation des tarifs autoroutiers. Je vais voir la rentabilité de ces autoroutes. Il y a des autoroutes par exemple qui ne sont pas rentables. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de passages de véhicules par ces autoroutes. Et du coup, pour rendre ces autoroutes ou ces axes autoroutiers rentables, je vais utiliser la loi de Poisson pour vérifier donc combien de passages de voitures sur des intervalles horaires. Ou comme par exemple, si j'ai un restaurant ou un snack, pour embaucher du monde, voir si on doit embaucher et mettre du monde le matin de 7h à 8h, il faut savoir combien de clients donc rentrent, et il faut se baser sur un historique. Donc la loi de Poisson, on la note comme suit. Donc X suit une Poisson quand il s'agit bien sûr d'événements rares, ou quand il s'agit donc de calculer sur un intervalle de temps, on dit donc X suit une Poisson de paramètre M. Et la loi de probabilité, on la note également comme suit. La probabilité pour que X soit égal à petit x, elle est égale à M, donc la moyenne à la puissance X, le succès qu'on cherche, sur X factoriel exponentielle de moins M. Je vous donne un exemple. On s'intéresse au nombre de clients qui rentrent dans une pharmacie au cours d'un intervalle de 15 minutes. La matinée. Supposons que l'historique nous donne un nombre moyen d'arrivée des clients de 20, c'est-à-dire je me base sur les journées précédentes et pendant le même intervalle de temps, donc pendant 15 minutes, la moyenne que j'ai, c'est celle de 20. On applique tout simplement la formule de probabilité qu'on a vue ici. Donc la moyenne c'est 20 à la puissance x sur x factoriel, l'exponentielle de moins 20. Et donc c'est ce que nous donne la formule. Et après, on va voir qu'est-ce qu'on cherche. Par exemple ici, le pharmacien,
cherche à connaître la probabilité d'arrivée de 10 clients. Et donc, on fixe 10 pendant les 15 minutes. Donc, parce que la moyenne ici, c'est pendant les 15 minutes. Et du coup, la probabilité de x est égale à 10, c'est 20 à la puissance 10 sur 10 factoriel exponentielle de moins 20. C'est ce que j'ai ici. Voilà, un exemple qui nous montre comment donc on note la loi de Poisson. Maintenant, on va voir une application. Vous avez un standard téléphonique ou un centre d'appel dans lequel on reçoit en moyenne 2 appels par minute. Les appels sont répartis au hasard dans le temps. Quelle est la loi de probabilité régissant le nombre d'appels reçus en 3 minutes? Donc ici, puisqu'on a un intervalle de temps, et donc cela, on peut le considérer comme donc des événements rares, on est dans le cadre de la loi de Poisson. Et du coup, ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Que le standard reçoit en moyenne 2 appels par minute. 2 appels par minute. Du coup, je peux noter ici que j'ai 2 appels. Donc, 2 appels pour 1 minute. Voilà. C'est la moyenne, 2 appels. Maintenant, on me dit la loi de probabilité. Je sais qu'il s'agit donc de la loi de Poisson. D'accord? Réussissons le nombre d'appels reçus. Cette fois-ci, il me demande en 3 minutes. D'accord? Et donc, en 3 minutes, combien je vais avoir d'appels? Je vais avoir 6. D'accord? 6 appels. Et donc, la loi de Poisson est paramètre m, la moyenne, qui est de 6. Et donc, x va suivre une Poisson de paramètre, donc 6. Voilà. La loi de probabilité qui régit le nombre d'appels reçus en 3 minutes, il s'agit d'une loi de Poisson de paramètre 6. Le standard reçoit en moyenne 2 appels par minute, ce qui implique donc sur les 3 minutes, il recevra 6 appels. Dans la deuxième question, il me demande de calculer la probabilité qu'il n'y ait aucun appel en 3 minutes. Donc en 3 minutes, c'est ce que j'ai là. La moyenne, elle est de 6. Et il faut que je calcule cette probabilité. La probabilité pour que x soit égal à 0. Voilà. J'ai la formule, je la connais. C'est donc m à la puissance x sur x factoriel exponentielle de moins m. Je vais l'appliquer. La probabilité donc, ici, la formule je la connais, c'est la probabilité pour que x soit égal à 0, c'est la moyenne 6 à la puissance x, petit x, c'est 0, sur 0 factoriel exponentielle de moins 6. 6 à la puissance 0, c'est 1, 0 factoriel 1, il me reste à calculer que l'exponentielle de moins 6, et ça me donne 0,0025. On me demande également de calculer la probabilité que le nombre d'appels en 2 minutes, cette fois-ci, soit supérieur ou égal à 5. En 2 minutes. Ce qui veut dire que 1 minute, 3 minutes. Maintenant, on me demande pour 2 minutes. Ça veut dire que je vais avoir 4 appels. La nouvelle moyenne ici, c'est que x va suivre une Poisson de paramètre 4. Voilà. Et donc, il suffit de voir ici la probabilité que le nombre d'appels en 2 minutes soit supérieur ou égal à 5. C'est comme s'il me demande de calculer donc la probabilité pour que x soit supérieur ou égal à 5. Et supérieur ou égal à 5 ici, c'est que je peux la transformer en 1
moins la probabilité de x inférieur strictement à 5. D'accord? Voilà, ça me donne le même résultat. 1 moins la probabilité de x inférieur strictement à 4, ça veut dire que je dois trouver la probabilité suivante. Donc, x, ça revient au même. Vous faites inférieur ou égal à 4. Et donc, pour la probabilité de x inférieur ou égal à 4, je dois trouver la probabilité pour x est égale à 0, la probabilité de x est égale à 1, la probabilité pour x est égale à 2, la probabilité pour x est égale à 3, et la probabilité pour x est égale à 4. Et je fais 1 moins la somme de toutes ces probabilités. C'est ce qu'on va voir là. Voilà. En 2 minutes, donc supérieur ou égal à 5, soit y, la variable aléatoire qui lisible le nombre d'appels reçus en 2 minutes. On a dit, la loi de Poisson, donc, il est de paramètre 4. La moyenne de 4, 4 appels. La probabilité pour y soit supérieure ou égale à 5, je peux l'écrire comme 1 moins la probabilité pour y soit inférieure ou égale à 4. Et donc, la probabilité de y inférieure ou égale à 4, c'est la probabilité pour y est égale à 0 plus la probabilité pour y est égale à 1, plus la probabilité de y est égale à 2, plus la probabilité de y est égale à 3, plus la probabilité de y est égale à 4. Et donc, je n'ai qu'à appliquer la formule pour chaque probabilité. Par exemple, pour probabilité de y est égale à 0, y est égal à 0, c'est m, la moyenne, elle est de 4, à la puissance 0, sur 0 factoriel, l'exponentielle de moins 4. Je peux la faire également pour la probabilité de y est égale à 4. Ici, donc, c'est la moyenne 4 à la puissance x. X, petit x ici, il est de 4, donc 4 à la puissance 4, sur x factoriel. Petit x factoriel, c'est 4 factoriel. L'exponentielle de moins m, la moyenne de 4, donc l'exponentielle de moins 4. Et pareil pour tout le reste. Donc j'aurai 1 plus ce terme, ça nous donne 4. Ce terme-là, ça nous donne 8. Ce terme-là, ça nous donne 10,67. Et ce terme-là, 10,67. Le tout, facteur de l'exponentielle, moins 4. Donc ça va me donner 0,629. En n'oublions pas de faire 1 moins toute cette somme, c'est-à-dire 1 moins 0,629, ce qui me donne 0,371. Donc la probabilité que le nombre d'appels en 2 minutes soit supérieur ou égal à 5 appels, elle est de 37,1%. Voilà. Et je vais finir donc par les caractéristiques de la loi de Poisson. Donc, l'espérance de x, elle est égale à m. Et la variance de x, elle est égale aussi à m. Donc, c'est la spécialité de la loi de Poisson. Et on va s'arrêter là. Donc, c'est tout ce qu'il faut savoir concernant cette loi. Merci de votre attention. Au revoir.